À vous, hein. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Je voulais peut-être commencer par, remercier toutes les personnes qui ont nourri cet espace, les premiers jours avec un enthousiasme, qui nous a vraiment fait chaud au cœur à tous et qui nous a permis d'avoir un impact, très important pour, promouvoir les quelques idées qu'on avait commencé à émettre dans la perspective d'un changement politique que l'on espère dans ce pays à court terme. On n'a pas la main sur le calendrier. On n'a pas la main sur, la situation politique qui se dégrade de jour en jour avec, des conséquences catastrophiques pour la société française qui vont se faire sentir, à moyen et long terme de façon accablante. Mais on a une capacité extraordinaire qui consiste à générer très rapidement de l'attention, des contenus, des propositions et en s'appuyant sur nos expériences de lutte successives de ces dernières années, générer peut-être une forme d'espoir au sein de la société française. On est, on vit, et on appartient à un pays qui a, à mon sens, 1 600 ans d'âge, qui est né heu, d'une phase historique qui a commencé avec l'effondrement de l'Empire romain et le sens premier de l'abeille et de ce symbole que l'on a décidé d'adopter, c'est peut-être de nous renvoyer à ces racines très particulières et étranges qui, appartiennent à l'ordre des Mérovingiens qui avaient adopté justement cette abeille comme symbole, qui est devenu par la suite évidemment, un une icône qui nous a accompagnés sur de nombreuses phases de notre histoire et qui aujourd'hui encore incarne à la fois l'humilité du travail et du collectif, à la fois, la nécessité de se construire, face à un environnement qui est chaque fois plus agressif et qui menace, de périr, de nous emporter avec. Évidemment avec, des couleurs qui nous rappellent à nos engagements et à nos luttes et notamment à ce moment qui fut, celui des gilets jaunes, qui fut peut-être le dernier moment de rayonnement politique de la France, de ces dernières décennies et donc on s'inscrit sur un temps long et je pense que c'est une leçon qui est particulièrement importante, pour nous tous, c'est de savoir que, s'il nous faut à la fois être capable de se mobiliser à très court terme et de gérer qu'on a réussi à susciter, notamment à travers ce Discord, mais au-delà sur l'ensemble des réseaux sociaux et de plus en plus sur le territoire français, il faut qu'on se rende compte qu'on est sur une lutte, qui, pour sacrificielle qu'elle puisse paraître à court terme, a vocation à charrier des énergies et à planter et semer des graines, sur un très long terme, sur une terre qui a connu beaucoup de bouleversements, beaucoup de drames, mais qui aussi quelque part a pu servir de terreau à beaucoup d'espoir et beaucoup de beauté et ce que l'on cherche à faire, c'est à la rendre, plus fertile qu'elle ne l'est, cesser, son pillage par des âmes sombres, laides, qui cherchent à nous emporter dans leur laideur et à nous faire les ressembler. Donc, je pense que l'un des éléments fondamentaux de cette aventure qu'on va mener tous ensemble, c'est tout simplement le fait qu'on va rencontrer des gens qui ont souvent eu, des parcours, des idées, des pensées contradictoires et je pense que ça va être une des sources de beauté les plus importantes dans ce qu'on va essayer de tenter de construire. C'est que, on va faire se croiser des personnes qui viennent de familles idéologiques, politiques, mais aussi, qui ont des origines et des parcours complètement différents et on va les amener à penser à travers les engagements qu'on a pu mener ces dernières années, d'avoir suffisamment de légitimité et obtenu la confiance de suffisamment de personnes pour pouvoir les amener à se mêler, à se confronter à leurs perspectives différentes et éventuellement à les concilier. Notre enjeu, il est très simple, c'est, sans dramatisation à outrance, sauver un peuple et les structures qui l'organisent à un moment où elles sont menacées non seulement de faillite et de prédation, mais aussi de vassalisation et d'asservissement à l'égard de certains de nos anciens alliés et de ceux qui sont à venir, que ce soit les États-Unis, la Chine, nos voisins, dont on voit qu'ils nourrissent des forces politiques qui pourraient devenir à moyen terme menaçants, avec à court terme des enjeux fondamentaux qui consistent à préserver la paix par rapport
à la Russie et à ce front qui s'est ouvert à l'est de l'Europe dans lequel certains de nos dirigeants ont cherché à nous précipiter et espèrent encore nous précipiter, ce qui est un danger extraordinaire. Des violences qui naissent et continuent d'alimenter le Proche et le Moyen-Orient, des reconfigurations massives qui ont cours en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Et évidemment, pour tout cela, une seule méthode, et je pense que c'est le point qui nous rend tous, qui nous associe tous et qui nous permet tous de nous retrouver, c'est rendre de la souveraineté au peuple français. Rendre de la souveraineté à notre peuple et une capacité à prendre des décisions sur son destin. Et donc à cette fin, on a commencé à élaborer des propositions programmatiques, à la fois institutionnelles et sur le fond, qui reposent sur en gros les expériences de lutte qu'on a eues ces dernières années et notamment le socle programmatique qui s'était dégagé des gilets jaunes en ce qui concerne les référendums d'initiative citoyenne, les mandats impératifs et révocatoires, c'est-à-dire un certain nombre d'instruments qui nous permettront à tout moment d'arrêter des dirigeants qui tenteraient de nous amener dans des directions qui ne sont pas au service du bien commun et qui ne recueilleraient pas l'assentiment de la population. C'est un impératif absolu et préalable à toute autre prise de décision pour une raison très simple. On a vu avec la façon dont Emmanuel Macron a été propulsé, mais aussi derrière la façon dont il a gouverné, ce que ça a pu déclencher de violences politiques dans notre pays et de menaces pour notre peuple. Et la résistance acharnée des Gilets jaunes, qui a été lourdement sanctionnée et a généré une réplique d'une intensité extraordinaire, nous montre que les sacrifices que l'on aura à faire si on ne met pas en place ces instruments pourront être malheureusement beaucoup trop importants. Et donc il faut absolument éviter de se retrouver à nouveau face à ces verticales autoritaires et donc nous régénérer institutionnellement. À partir de là, en fait, évidemment, pour arriver à cette régénération qui après permettra de mettre en œuvre notre ressouverainisation économique, industrielle, sociale et ainsi de suite, il faut absolument assurer une transition politique. Et vous le savez, avec les Gilets jaunes, j'ai eu une posture révolutionnaire qui visait à répondre à la radicalité et à la violence de l'appareil de pouvoir auquel on était confronté et qui mesurait l'impasse démocratique dans laquelle on était placé, notamment du fait de la prise de contrôle de nos médias par un certain nombre d'individus milliardaires, ce qu'on appelle des oligarques, qui monnayaient leur influence sur ces médias auprès des dirigeants pour, à leur tour, les propulser et leur permettre de protéger leur fortune. Je ne voyais pas d'hypothèse qui ne soit révolutionnaire. Ce qui m'apparaît aujourd'hui nécessaire de constater, c'est que la politique n'est pas un jeu. C'est qu'il y a des personnes dont le destin est en jeu justement dans les jours, dans les mois et éventuellement dans les années qui viennent et qu'on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre et on est obligé en fait de déployer un panel de dispositions et d'actions qui touchent à l'ensemble des moyens d'action politique, que ce soit de l'action directe jusqu'à la participation éventuelle au système électoral, en passant évidemment par les modalités les plus subversives. Et j'invite tous ceux qui s'intéressent à l'ensemble de ce panel à consulter des ouvrages qu'on a publiés ces dernières années, et notamment comment fabriquer une guillotine pour s'en servir de guide. Ici, dans ce Discord, évidemment, ce que l'on cherche à construire, c'est une force sociale. Et le fait qu'on ait déjà dépassé des forces politiques comme le Rassemblement national sans aucun appui médiatique, ni aucune structure de financement particulière, ni aucun appui oligarchique en à peine 2 semaines sur cet espace-là, est très significatif parce que les Discords sont les meilleurs instruments d'organisation politique auxquels on puisse avoir accès et permettent très rapidement de structurer des actions, mais aussi des espaces de rencontre et de discussion sur l'ensemble du territoire. Je pense que notre ambition commune doit être de régénérer de la vie, de l'espoir, mais aussi de l'amour et de l'amitié à travers notre action et notre lutte. Pour radicale qu'elle puisse être, notre objectif, c'est aussi de trouver des espaces qui permettent à chacun d'alléger le poids et la violence qui repose sur nous au quotidien et d'essayer de retrouver un sens dans notre engagement et de trouver des opportunités pour enfin se sentir utile pour la société. Je me souviendrai toujours du sentiment que j'ai eu quand
je me suis engagé auprès de Wikileaks et de Julian Assange à 25 ans, c'était avant tout un sentiment de privilège et de chance à l'idée de pouvoir faire quelque chose. Et je considérais qu'ils étaient en train de m'offrir un cadeau parce ils avaient ouvert, pardon, un espace de lutte qui offrait à ceux qui s'y agrégeaient la possibilité d'effectivement, peser pour le bien commun contre, un certain nombre de forces du mal qui essayaient d'abattre, tout simplement les citoyens et d'en tirer des ressources au détriment, de la collectivité. Donc à partir de là et à partir de cet objectif que l'on a en commun, il faut évidemment qu'on mesure, l'ampleur des forces auxquelles on est confronté et la fragilité de ce que l'on est en train de construire, évidemment. On est, des êtres, qui n'ont quasiment que leur chair et leur esprit à opposer à des forces, qui sont extraordinairement puissantes, à la fois en termes de capacité à exercer, de la violence, à la fois, en termes de capacité à orienter les pensées et les idées qui dominent dans l'espace public, en manipulant les esprits et nous n'avons en fait pour seule force et pour seul principe que celui de la vérité. Et ça, c'est un principe cardinal dont il m'apparaît fondamental que l'on sache aujourd'hui, qu'il sera directeur, pour nous dans l'ensemble des, dynamiques que l'on va essayer de construire. Notre force contre eux, c'est celle de la vérité. C'est-à-dire, ce qui nous permettra de ne jamais avoir honte de nous, si ce n'est des hontes infligées de façon artificielle pour essayer de nous humilier et de nous écraser. Et pour contrer cette instrumentalisation justement du sentiment d'humiliation qui leur permet qui est un instrument politique, qui leur permet de tenir, les populations à leur service, eh bien c'est, la force du nombre et du collectif qui nous permettra, de les circonvenir. Ce n'est pas un hasard si, comme Julian, l'avait été, comme Ousmane Sonko l'a été, comme de nombreuses autres, personnes qui s'opposent, avec, franchise et détermination à l'ordre existant, ce n'est pas un hasard s'ils ont utilisé la question d'intimité pour essayer de m'attaquer. L'objectif était non seulement de vous désolidariser de moi, mais aussi de me faire ressentir une forme de honte intrinsèque, qui me désactiverait et qui m'empêcherait, ne serait-ce que d'aller vers l'autre et de continuer à porter les idées, les combats que l'on portait depuis un certain nombre d'années. À travers la mobilisation et l'instrumentalisation de ces éléments, ils ont montré leur laideur et à travers la faillite, de leur démarche et leur, persistance et leur tentative de la mettre en œuvre jusqu'au bout, en utilisant non seulement un combat essentiel pour, l'équilibre de notre société, mais aussi en détournant, à la fois les forces de police et de justice à cette fin, ils nous ont donné raison et ils nous ont poussés en fait à continuer un combat qui, quelque part, nous permettait de démontrer que nous n'étions ce sont des personnes, c'est un élément qu'il est fondamental que vous ayez à l'esprit, mais évidemment que vous le répercutiez aussi auprès de ceux qui seraient moins sensibilisés à la marge du monde, qui se seraient moins intéressés à la façon dont le politique est fait dans nos sociétés occidentales. Ce sont des gens qui ont parfaitement conscience qu'elles ne savent et qu'elles ne pourront pas être aimées. Elles ne savent pas se faire aimer, ces personnes-là. C'est des personnes qui ont conscience que ce qu'elles ont eu à sacrifier en termes d'éthique, de morale et ne serait-ce que de rapport à l'autre pour arriver à la position qui est la leur, les empêchera, d'incarner quelque chose, qui touche à la beauté. Et donc leur seul instrument pour persister et demeurer au sein du pouvoir, c'est de faire détester. C'est de s'assurer que on les déteste moins ou autant que les personnes qui s'opposent au règne du mal et du mensonge qu'ils n'arrêtent pas d'alimenter. Et c'est un dernier élément que ces dernières années, en particulier ces derniers mois, à mesure que le régime politique auquel on fait face se radicalisait, mais aussi les forces de l'argent qui le soutiennent, je n'ai jamais eu de vocabulaire ou de démarche eschatologique, qui utilise le bien ou le mal comme des notions, pour, mobiliser, à la fois une pensée ou, une structure politique. Or, c'est malheureusement de plus en plus une conscientisation du fait que nous faisons face à des personnes qui sont prises par un rapport, à la destruction, à la laideur et donc quelque part, et à chacun de mettre, ce qu'il pensera derrière, ce terme,
qui attrait des forces, que je considère, comme appartenant à une grande sphère qui serait celle du mal. Je crois de plus en plus en cette, subdivision binaire quelque part du monde, ce qui ne veut pas dire que nous appartiendrions indéfiniment à l'un ou à l'autre, mais que nous sommes toujours soit les vecteurs, soit au contraire approchés par des forces qui vont essayer d'orienter nos cheminements, qui peuvent être psychiques, qui peuvent être sociales, qui peuvent être économiques, et qui vont nous faire des gestes dont à tout moment, heu, ils pourraient nous faire basculer dans un sens, d'un côté ou de l'autre. Et pour moi, la ligne de crête et ce qui va déterminer que l'on soit du côté du bien ou du mal, c'est tout simplement notre capacité à contribuer à une forme de beauté dans le monde et de bien commun. Et très souvent, en fait, on va nous pousser à une forme d'égoïsme qui, peut être soit tout à fait personnel, soit de ayant pour objectif de nourrir seulement certains intérêts, auxquels il est parfois très difficile de résister. Et la génération de cet espace ici et de façon plus générale de notre à nous donner de la force et à nous empêcher, de céder à ces formes de tentation et de fragilité auxquelles, nous avons tous été, si nous avons vécu d'une façon ou d'une autre, confrontés. Donc ça, c'est un peu, pour vous donner un cadre d'ensemble. Ce dont on est en train de parler aujourd'hui n'est pas un élément anodin. On est en train de parler de la possibilité de gouverner 70 millions d'âmes et de corps et une infinité de richesses qui, jaillissent au sein de notre territoire et qui alimentent, leur vie. Ce sont des biens qui sont précieux, qui sont précaires, qui sont convoités à la fois en France et à l'étranger, heu, qu'il nous faut chérir et protéger. Et donc il faut que dans notre engagement, ce sentiment demeure à tout instant comme primordial, c'est-à-dire la protection à la fois de la vulnérabilité de notre société et de ses ressources, et s'assurer que nous puissions demain nous ériger en gardiens, de ces espaces, de ces richesses et des êtres qui, sont censés en bénéficier. Pour y arriver, nous avons la chance de l'expérience. C'est-à-dire que nous avons en face de nous des adversaires qui sont en train de s'épuiser, qui ont mobilisé l'appareil d'État, qui ont mobilisé l'appareil judiciaire, qui ont mobilisé l'espace médiatique. Toute une série de cours au sens, aristocratique du terme, c'est-à-dire, vous savez, comme dans les communautés, les espaces que les pouvoirs alimentent et les personnes que les pouvoirs alimentent pour qu'ils se mettent à leur service, pour qu'ils leur chantent des louanges, pour qu'ils obéissent à leurs instructions, pour qu'ils maintiennent l'ordre à leur place. Donc toute une série de cours qui aujourd'hui sont quelque peu épuisés. Quelque peu épuisés, d'une part parce que ce système génère toujours moins de ressources et d'autre part, parce que, elles manquent de voir le sens et la légitimité de leur engagement et des raisons qui les ont amenés à être, aux côtés de ces êtres qui parfois leur avaient promis un certain nombre de choses et qui parfois tout simplement de façon cynique, comme je l'avais vu en 2012, avec François Hollande, se contentaient de promettre des postes et donc des ressources que l'ensemble des Français doivent fabriquer à tous ceux qui s'engageaient à leur côté. Donc on doit avoir conscience de cet élément extraordinaire que l'on a entre les mains, c'est que nous ne sommes pas usés. Nous avons peut-être été Pour conclure, chères abeilles, ce que nous choisissons. Allô? On a une petite interruption de Dina. Alors, je vais peut-être, continuer. Il faut avoir conscience d'un élément qui m'apparaît fondamental. Hem, Pardonnez-moi, j'ai été un peu déstabilisé par cette, intervention impromptue. Hem, on a une forme de virginité et de naïveté politique. C'est-à-dire que nous avons cette chance-là, d'avoir un espoir, des croyances, des idées qui n'ont jamais été, appliquées sur notre territoire et en lesquelles on peut mettre quelque part notre foi. Parce qu'on a une croyance sincère dans le fait que ce que l'on va faire va contribuer à améliorer la situation de millions d'entre nous et pas seulement nous servir pour arriver à telle ou telle position de pouvoir. On a cette chance de ne pas désirer le pouvoir. Les personnes qui sont aujourd'hui à nos côtés, les personnes qui sont sur ce Discord, les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, les personnes que l'on voit à chacun des déplacements que l'on organise, sont des personnes qui en général ont été blessées par le pouvoir, qui ont été dégoûtées par le pouvoir, qui sont venues aux politiques par nécessité, par obligation, parce qu'ils ont bien compris que
Leur survie et la survie de beaucoup de personnes en dépendaient et à aucun moment, ne font partie de ces coteries qui que ce soit à Paris ou, dans le reste de la France, n'ont de rapport aux politiques que parce qu'ils ont l'espoir que ce politique va améliorer leurs conditions à eux immédiatement, en leur permettant d'obtenir un poste, d'ensuite, pantoufler dans le privé et ainsi de suite. Nous, on a cette force d'être, des gens qui n'ont pour objectif que d'essayer de sauver ce qu'il reste de sauver de ce pays et d'améliorer ce qui peut l'être à court terme, de façon rapide et sans aucune complaisance ni forme transactionnelle à l'égard de ceux qui sont sur place, parce que nous n'avons aucun lien à leur égard. Et ça, c'est un élément fondamental. Notre souveraineté, elle commence, la souveraineté que l'on veut refonder pour ce pays et pour ce peuple, elle commence par notre souveraineté à l'égard de tout réseau d'allégeance et de tout réseau de compromission qui ont dirigé la France jusqu'ici. Et nous n'avons aucune peur à l'idée de procéder à des transformations radicales parce que nous n'avons fait de promesses à personne d'autre qu'au peuple français directement. Et ça, c'est une force qui va nous accompagner tout au long, tout au long de notre parcours et qui va nous rendre irrésistibles, qui va faire que l'on va avoir une capacité à provoquer des bascules inédites à l'échelle de l'histoire récente de notre pays, parce que nous arriverons et nous irons jusqu'au bout sans compromission. Et pour ça, on a absolument, mais à des niveaux fondamentaux, besoin de vous et de votre engagement, besoin d'une territorialisation très rapide de la lutte sur l'ensemble des départements et des ruches que nous avons créés sur ce Discord, besoin que très rapidement nous nous rencontrions, que les gens se rencontrent entre eux, commencent à échanger et commencent à contribuer à leur plus humble mesure. Et c'est pour ça qu'on a relayé, ne serait-ce que les quelques tags qui ont été produits à Lyon, Montpellier et ailleurs au sujet de ce que l'on est en train de construire, parce que la moindre contribution, pour anecdotique qu'elle puisse paraître, va en fait commencer à nous permettre de leur démontrer à ceux qui sont en face de nous que nous sommes une force sociale et qu'ils ont intérêt à s'inquiéter de nous. Parce qu'une chose, c'était le petit Juan qui s'agitait sur les réseaux avant, dans les médias, et qui continue, jusqu'à ce qu'il m'y autorise, à le faire devant les prétoires et à faire perdre des procédures à nos plus puissants et à les inquiéter de par les procédures que l'on entame à leur rencontre, y compris au plus haut niveau de l'État. Une autre, c'est lorsqu'ils verront que cette personne et les personnes autour desquelles il était vont se voir progressivement accompagnés par des personnes qui vont avoir une ambition similaire à leur échelle sur l'ensemble du territoire, qui vont être en mesure de s'accompagner mutuellement et de provoquer des vagues sociales qui, elles, contrairement aux Gilets jaunes, seront organisées, seront prêtes à produire des bascules si nécessaire. Et en fait, quand on va commencer à générer cette forme de comprendre qu'ils vont être dans l'obligation de nous laisser un espace institutionnel et politique, électoral éventuellement, afin d'éviter qu'à un moment donné, la bascule n'intervienne par des modalités plus dures et plus difficiles à contrôler pour eux. Et donc nous, il nous faut à tout moment être en mesure de leur démontrer que nous sommes porteurs de lance, que nous avons la capacité de les heurter et de leur faire mal, et que nous retiendrons cette force pour une raison très simple, parce que nous croyons en la pax civitas, en la possibilité d'engager au sein de cette société des réformes qui soient radicales, mais pacifiques, mais que s'ils ne nous laissent pas les faire, si, comme au moment du convoi des libertés, comme au moment des Gilets jaunes, ils continuent, comme au moment du référendum de 2005, ils continuent à essayer de décider pour nous et à ignorer la volonté majoritaire et populaire, eh bien, nous aurons ces armes qui permettront de provoquer cette bascule par la force. Et donc, de la même façon qu'une manifestation, souvenez-vous, n'est toujours que le préalable à une révolution. Et des manifestations sous le régime républicain, notamment au XXe siècle, après en faveur des plus vulnérables et défavorisés de la société, elles ne l'ont permis que parce que les hommes politiques avaient compris qu'elles étaient le prélude d'une révolution. Et qu'en fait, en manifestant, on leur envoyait un avertissement de ce qu'on était en mesure de provoquer une bascule beaucoup plus importante. Cette leçon, nos dirigeants l'ont oubliée aujourd'hui. Cette leçon, aujourd'hui, nos dirigeants ont montré qu'ils avaient soit décidé de l'ignorer, soit tout simplement mise de côté par manque d'expérience. Ils ne se rappellent pas qu'à force de ne pas entendre un peuple qui se mobilise pacifiquement, celui-ci risquerait à un moment donné de pratiquer des formes subversives beaucoup plus dangereuses pour eux et pour la société dans son ensemble.
Et donc nous, évidemment, là, on va essayer de constituer une masse sociale qui nous permette de contourner cet obstacle et de ne pas en voir en passer par des ruptures qui évidemment pourraient, avoir des conséquences fâcheuses, avant tout pour ceux qui s'y engageraient. Mais il ne faut jamais oublier, mes amis, c'est fondamental. N'oubliez jamais que ces gens ne comprennent que le rapport de force et que tous les moyens de leur côté mobilisables pour nous écraser seront mobilisés et qu'ils ne les utiliseront que s'ils voient que la réaction sociale et populaire est de façon ou d'une autre trop dangereuse et trop inquiétante. Donc à partir de là, sur tout ce qui est l'aspect organisationnel et ensuite, je n'ai pas pu vous lire pendant que je vous parlais pour ne pas me déconcentrer, mais je vais reprendre en cours de route, les échanges et j'espère que certains ont suivi et pourront les synthétiser. Se préparer au fait que ça va être très violent. On va se faire tomber dessus de tous les moyens possibles et imaginables et il faut que vous ayez à l'esprit que la personnalisation que l'on est en train de mettre en œuvre à travers ma figure a pour vocation à ce que cette violence se concentre sur moi et qu'elle vous libère à vous des marges pour continuer à avancer et à faire progresser vos idées. Toutes les polémiques qui vont, concerner ma personne et qui vont alimenter et accroître dans les mois et années à venir, vont nous permettre de mettre en avant à la fois notre puissance sociale par notre capacité à survivre aux offensives qu'ils vont mettre en œuvre, mais aussi et surtout les propositions que l'on porte à travers ce qui n'est finalement moi, c'est-à-dire qu'un corps transitif. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous permettre de peser de façon massive sur le politique en utilisant le capital social symbolique que j'ai pu accumuler au cours des années. Et pour ça, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise et il faut qu'on s'organise de différentes façons. D'une part, le plus important, comme je disais, ce sont les ruches. Il faut que personne ne se sente seul. Pour l'instant, on est à l'échelle départementale. À ces échelles-là, il faut que l'on soit très attentif, non seulement à essayer de rediriger les personnes qui sont sur l'ensemble de ces ruches, très rapidement les faire se rencontrer et leur faire comprendre que de façon régulière, nous serons présents pour les aider et pour faire des événements. Et donc, à cette fin, moi, je vais mettre en œuvre une série de déplacements parce que c'est aussi l'intérêt de figures comme la mienne, c'est-à-dire qu'elles permettent de coaguler. C'est-à-dire elles vont nous permettre en fait de faire se rencontrer les gens. Ce que je suis ne compte pas. Ce que j'ai dit régulièrement dans les derniers entretiens est très important à entendre de votre côté. Il faut vraiment que vous l'ayez à l'esprit. Je suis un homme mort. Il importe peu que je devienne ceci ou cela, ou que mon destin soit plus ou moins sacrificiel. Ce qui compte, c'est qu'à travers le chemin que je vais pouvoir mettre en œuvre avec vous à mes côtés, vous puissiez vous rencontrer, vous puissiez vous renforcer et vous puissiez à un moment donné provoquer des bascules qui permettent de sauver le destin de ce pays qui est aujourd'hui en danger. Et donc, l'enjeu fondamental aujourd'hui, et il faut que chaque ruche s'en saisisse dans chaque département, d'une part que les gens se rencontrent et surtout très rapidement faire remonter des propositions de déplacement. C'est-à-dire de me faire venir sur le territoire pour qu'on à la fois ensuite ma venue permette d'organiser un premier événement qui fasse que les gens qu'on puisse attirer des gens qui n'ont pas forcément vu nos messages sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, eux-mêmes vont alimenter le bouche à oreille, que l'on puisse discuter à ce moment-là à la fois des propositions programmatiques préliminaires que l'on a mises en œuvre, des amendements que l'on voudra élaborer et on se souffle. Et donc il faut que de façon on soit en permanence quelque part en campagne, non pas au sens électoral du terme, mais au sens d'un pays qui se rencontre, qui se relie et qui ne cesse en fait de se mettre en mouvement à travers un certain nombre de vecteurs et en l'occurrence le mien. Donc ça, c'est notre première priorité à mon sens, c'est-à-dire que ces ruches qui ne s'endorment pas et qu'on maintienne cette vivacité puissent commencer à produire du lien social, de la rencontre, à une époque où la solitude par ailleurs et le désespoir qui est en train de toucher à notre jeunesse sont des éléments fondamentaux. Les raccrocher à nous et les remettre dans une position d'espoir et de croyance apparaît fondamental. Et c'est pour ça que dans nos propositions, il n'y a pas seulement le référendum d'initiative citoyenne et les mandats impératifs et révocatoires, mais même si ça va vous sembler éloigné, euh, le référendum sur la prise de décision politique à notre échelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'à nouveau les citoyens sentent qu'ils peuvent décider de choses. C'est aussi simple que ça.
L'Union européenne, c'est même pas une question idéologique, c'est même pas une question de libéralisme ou quoi que ce soit. C'est avant tout une capacité à rapprocher le politique de nos terres, à rapprocher les politiques de nos citoyens, de façon à rompre avec ce sentiment d'impuissance extraordinaire. Et évidemment, l'OTAN, la sortie de l'OTAN apparaît tout aussi essentielle à proposer, pour une raison très simple, parce que notre intégration à l'OTAN nous fait perdre notre souveraineté en termes de politique étrangère et donc crée des phénomènes phobiques comme ceux qu'on a connus ces derniers mois, où on sent qu'à n'importe quel moment, on pourrait, comme en 1914, être emporté dans des, dans des embrayages et des mécaniques qui nous mèneraient à des sortes de guerres continentales ou mondiales du fait de jeux d'alliances qui n'ont aucun rapport avec ce qui se joue sur nos territoires au plus près de nos vies et évidemment de nos intérêts. Donc ça, c'est un point qui m'a aussi qu'on s'organise sur la question, pas seulement évidemment de l'amendement et du travail qui est fondamental, mais de façon plus générale, sur la synthétisation de tout ce qu'on est en train de générer au sein de ce Discord. Je l'ai parcouru autant que j'ai pu, j'ai vu, ne serait-ce que dans les récits de vie que vous partagez, ne serait-ce que quand vous prenez le temps de vous présenter, en plus que quelques lignes, vous envoyez un reflet qui est fondamental d'un point de vue humain. Pourquoi? Parce qu'avec vous, vous portez une partie de l'histoire de notre territoire, de la situation de notre pays et des gens qui vivent dans des conditions similaires à la vôtre sur l'espace où vous êtes en train de vous déployer. Et donc, en fait, ces travaux de reflet, de miroir, où chacun vient apporter sa petite graine d'expérience, que ce soit sur son passé ou sur sa situation présente, sont bien plus riches, quelque part, que les propositions théoriques ou la formalisation programmatique qu'on va mettre en œuvre ensuite avec les propositions diverses et variées. Vous voyez, la réaction, évidemment, légitime et nécessaire qu'on a connue, par exemple, sur la proposition qui s'était glissée dans le programme sur la question du diesel. La façon dont certains ont réagi avec le cœur blessé en exprimant une incompréhension, elle est beaucoup plus précieuse encore que la réaction d'un technicien qui va nous expliquer que pour tel ou tel paramètre, ce ne serait pas une bonne idée. Parce qu'en fait, cette réaction immédiate de quelqu'un qui se voit mis en danger par une proposition politique va nous permettre ensuite de réfléchir et de se dire, OK, donc là, on risque de faire du mal à quelqu'un. Donc, seulement à partir de ce constat, on va commencer à réfléchir en termes techniques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, d'un côté, on concilie les impératifs de santé publique et les impératifs de survie, donc sociaux, économiques et ainsi de suite. Voilà, ça c'était un élément qui me semblait essentiel à partager. Donc, et moi je pense qu'au-dessus de personnes qui soit sont habituées à en organiser, soit simplement ont envie d'organiser, qui aillent recueillir et accompagner chacune des ruches pour à la fois distiller des conseils sur la façon d'organiser ces événements et, dans le même temps, s'assurer du suivi des propositions qui sont faites pour les faire remonter et nous permettre de mettre en œuvre un agenda. Je vais vous donner un exemple. Je vais me rendre en Martinique dans les tout prochains jours et je vais y rester une semaine parce qu'en Martinique, il y a un mouvement social qui est fondamental, qui est le mouvement contre la vie chère, qui est en train de monter en puissance depuis l'été dernier, dont le principal dirigeant est aujourd'hui en détention provisoire parce que dans les Outre-mer, il y a un rapport à la répression politique qui est encore plus intense que sur l'Hexagone. Et donc, dans cette situation-là, on a à la fois apporté une forme de solidarité et d'appui, mais aussi à apprendre de ce qui est en train de se passer, et non seulement pour en tirer des leçons pour les luttes que l'on va avoir à mener dans l'Hexagone, mais évidemment sur notre destin et sur ce que l'on aura à mener comme lutte ensuite, évidemment, en frères, avec les peuples qui, en fait, se sont construits à côté de nous et malheureusement trop souvent pas avec nous, notamment dans les Antilles et dans les autres territoires que nous avons colonisés. Et donc refonder en fait ce lien avec ces États paraît fondamental, mais pour ça il faut avant tout parler avec eux, interagir, présenter aussi nos propositions et essayer de faire converger un certain nombre de luttes que l'on aura en commun. J'irai dans les jours qui suivent, en termes de stratégie électorale, ça m'apparaît important de vous le dire, essayer de m'assurer que nous ayons une chance, si jamais ça nous apparaissait important et nécessaire, de nous présenter à l'élection présidentielle, qu'elle soit en 2027 et 2025. Et comme vous le savez, un des éléments fondamentaux pour y arriver va être la question des 500 parrainages. Les 500 parrainages ne sont un obstacle que s'il n'y a pas de force citoyenne qui vous accompagne, que si vous dépendez d'appareils militants et ainsi. Mais des personnes comme Jean Lassalle et d'autres ont démontré qu'il était tout à fait possible, si vous vous montrez attentif aux préoccupations
des territoires où vous vous rendez, d'avoir cet appui et en conséquence de vous trouver en position de vous présenter. Et là, il faut qu'on ait conscience d'une chose, c'est-à-dire que s'il y avait des élections présidentielles anticipées, nous n'aurions que 15 jours pour obtenir ces parrainages. Et donc il faut absolument se rendre compte de l'urgence, heu de cette question et aussi de la nécessité d'être en mesure de se mobiliser à court délai. Parce que, non pas que nous fassions de la fonction présidentielle un fétiche, mais l'élection présidentielle, c'est le bulldozer politique de nos institutions. C'est ce qui nous permet en fait de tout remettre à plat et de tout réinaugurer, notamment à travers la mobilisation de l'outil référendaire. C'est-à-dire que l'élection présidentielle nous permet d'acquérir une surface sociale qui, heu, autrement exigerait d'en passer par la forme partisane classique et toutes les compromissions et toutes les insuffisances auxquelles, elle nous exposerait, y compris en termes de système existantes et ainsi de suite. On a besoin aujourd'hui en France, quoi qu'il arrive, d'une forme de coup d'État et le coup d'État institutionnel légal, que permet de mettre en œuvre, l'élection présidentielle pour rendre au peuple son pouvoir, parce qu'évidemment, la fonction présidentielle sèche n'a aucune valeur et aucune capacité réelle à produire des effets politiques, et c'est heureux. Par contre, elle permet par le référendum, et notamment par l'article 11 de la Constitution, de rendre au peuple sa capacité à décider. Évidemment, c'est pas Emmanuel Macron qui va l'utiliser dans ce sens, mais nous, notre objectif, c'est tout de suite de pouvoir s'en saisir pour immédiatement, que ce soit, comme je l'ai dit, sur l'Union européenne, sur le RIC, sur l'adoption d'un certain nombre de réformes institutionnelles dont on sait qu'elles seraient à plus de 80%, c'est-à-dire en gros à l'ensemble de la société, moins le bloc bourgeois le plus accroché à ses intérêts, qui permettrait de provoquer des bascules importantes. Et donc en fait, ça répond à une des remarques que j'ai beaucoup entendues de la part de nos détracteurs, auxquels il va falloir être très attentif, parce que au-delà de l'agressivité qui peut exister, de l'absence d'arguments que l'on voit souvent chez un certain nombre d'individus qui appartiennent le plus souvent au ventre mou macronien et qui n'utilisent que l'insulte et qui n'utilisent que la disqualification pour avancer. On a reçu quand même beaucoup de remarques constructives déjà fondamentales, et notamment l'inquiétude par rapport à la centralisation des pouvoirs que pourrait générer paradoxalement notre proposition actuelle. Qu'il est essentiel de comprendre, c'est qu'on est face à des forces politiques qui pèsent des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros. Ce sont des personnes, chacun, c'est pour que vous mesuriez, c'est-à-dire qu'il y a en France des individus uniques, comme Bernard Arnault, qui pèsent plusieurs centaines de milliards d'euros à eux tout seuls. C'est-à-dire de quoi financer 4 ans pleins de budget de l'éducation nationale ou plus encore de notre défense. Donc cette puissance extraordinaire à laquelle on fait face, et je rajoute à ça toutes les corporations successives qui se raccrochent à ces forces de façon concentrique, dans des cercles concentriques successifs, eh bien, ils ne vont pas lâcher leur position de pouvoir. Et ils vont être prêts à tout pour se défendre. Et donc nous, nos populaires, des tribunaux révolutionnaires, des institutions qui permettront de les court-circuiter pour, à très court délai, leur retirer leur pouvoir pour le rendre au peuple. Autrement, nous serons morts, y compris si nous arrivons au pouvoir. Et ça, c'est fondamental de l'avoir à l'esprit. Et ce qui est tout aussi fondamental, c'est de s'engager et de trouver les instruments qui s'assurent que les instruments des adversaires, pour court-circuiter ces pillards qui sont en train d'essayer de détruire notre patrie, eh bien, ils ne puissent être utilisés que contre eux et pas contre le reste de la population. Et donc ça, c'est évidemment l'équilibre que l'on a essayé de proposer et qu'il faudra affiner dans l'exercice programmatique qui a été mis en œuvre. Et j'ai vu qu'il y avait déjà un bloc dans le Discord qui avait été généré pour commencer à produire de la discussion à ce sujet. À partir de là, évidemment, ensuite seulement se posera la question, de l'argent, des cotisations qui permettront à chaque groupe local de pouvoir imprimer des affiches, de pouvoir louer des salles et ainsi de suite. Il est fondamental qu'on ait une structure nationale, qu'on a déjà évidemment, créée, qui permette de redistribuer un certain nombre de ressources aux structures locales. Il est aussi fondamental, que nous travaillions légèrement. Heu
on est face à la corruption, les différents mouvements de fonds illégaux qu'ils mettent en œuvre régulièrement ont des dizaines de millions d'euros disponibles chaque année pour faire leur propagande. On voit le résultat. Le résultat est catastrophique souvent pour une raison qu'ils ne croient pas, et ils n'ont pas d'idée ni de raison réelle de s'engager autre que d'accumuler du pouvoir. Nous, on est sur une situation complètement inverse. Et donc sans romantiser le monde, sans penser qu'avec le cœur ça suffira pour changer les choses, il est fondamental que l'on ne devienne pas dépendant des structures de l'argent, que l'on n'ait aucune dépendance. Parce que si on n'est pas souverain nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut rendre sa souveraineté au peuple dans son ensemble? Comment est-ce qu'on peut rendre sa souveraineté à l'État français et à sa population? Et donc à partir de là, réduire au minimum les besoins que l'on aurait d'un point de vue économique est tout aussi important que de mobiliser des sommes suffisantes pour permettre un minimum de développement et qu'on se fasse entendre. Mais il va falloir jouer avec les règles à tout moment et il va falloir se faire entendre de toutes les façons possibles et imaginables. Il va falloir qu'on se comporte en pirate. Ça va être notre seule possibilité de survivre. Il va falloir comprendre que la phrase qui était en exergue de Crépuscule, ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption, elle doit être entendue dans ce sens. Ce sont eux qui fabriquent les règles. Et ces règles sont fabriquées pour qu'ils puissent, de façon perpétuelle, demeurer au pouvoir. Et donc, notre rôle en tant que citoyen, c'est de jouer avec ces règles, de les saborder lorsqu'il faut les saborder, et de continuer, nous, à avancer dans une perspective qui, tant qu'elle a pour objectif de rendre à son peuple son destin, eh bien, aura une légitimité à agir dans ce sens. Vous transmettre, je voulais encore une fois vous dire à quel point puissance sociale qu'on a réussi à incarner en quelques jours, de façon complètement spontanée. Ça nous vaut beaucoup de détracteurs qui, en fait, je dois vous le dire honnêtement, ressentent une forme de frustration extraordinaire à notre égard, qui ne comprennent pas comment on arrive à générer des vagues comme celle-ci, alors même que eux, depuis des années, parfois de façon tout à fait sincère et désintéressée, se retrouvent sans capacité à générer des choses similaires. Il faut qu'on n'en tire aucune gloire parce que c'est le fruit de beaucoup de chance, de beaucoup de privilèges accumulés au cours des années en ce qui me concerne, et notamment celui d'avoir pu vous rencontrer et d'avoir peut-être eu l'intelligence à un moment donné de ne pas vouloir devenir un système et de ne pas avoir voulu utiliser ces privilèges pour me construire ma petite situation personnelle, mais pour le rendre à ceux qui me l'avaient offert, et ce faisant, de générer non seulement un lien de confiance, mais créer un collectif toujours plus important qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé ces dernières années, tout ce qui a été fait pour nous détruire, à la fois vous en tant que corps social, à la fois vous en tant qu'individu, et à la fois moi en tant que personne qui vous défendait et qui défendait des idées qui étaient les vôtres, nous soyons toujours là, et quelque part avec une force complètement inattendue, qui les déstabilise, qui leur fait vraiment peur. On salue avec beaucoup de sympathie les agents des renseignements territoriaux et éventuellement de la DGSI qui nous écoutent et qui vont devoir faire des rapports qui vont remonter place Beauvau et au ministère de la Justice pour expliquer quelle est cette chose étrange et nouvelle qui est en train de naître. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une chose qui est malheureusement tout à fait existante et fruit de siècles d'organisation d'une police politique en France qui a réussi à s'invisibiliser mais qui continue à surveiller la moindre initiative politique, y compris lorsqu'elle est non violente, y compris lorsqu'elle est institutionnelle, pour prévenir le pouvoir, pour que celui-ci ait un temps d'avance sur l'ensemble des forces sociales et puisse tenter de s'y attaquer avant que nous touchions le cœur de la majorité des personnes. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où même ces dispositions-là ne seront pas en mesure de nous inhiber et que probablement parmi ceux qui nous écoutent, il y a une sympathie croissante à l'égard de notre engagement et des luttes et des sacrifices que nous avons menés ces dernières années. Voilà, je laisse maintenant à nouveau la parole au modérateur pour la redistribuer et pour vous entendre. Merci beaucoup, monsieur Juan Branco. Je voudrais vous remercier personnellement, vous, pour votre propos, ainsi que les 260 personnes, les 280 personnes qui sont présentes aujourd'hui. C'est assez incroyable. On retiendra, pour ce qui nous concerne, au sein de ce Discord, les propositions de déplacement qui doivent être faites pour pouvoir vous rencontrer, les rassemblements, les rencontres, la volonté de produire du lien social qui est nécessaire, la volonté de s'organiser. On suivra avec attention ce qui se passe en Martinique et je pense qu'il est important de
noter cette notion de beauté qui vous caractérise et qui caractérise votre propos, que vous avez voulu mettre en lumière. Peut-être que Ina, tu veux conclure, j'ai cru comprendre qu'il y a un certain enthousiasme de ta part à finir. Est-ce que vous voulez qu'on développe certaines questions avant cela? Je suis entre vos mains, on a un peu de temps, donc ça me ferait plaisir aussi d'avoir un peu. Je ne sais pas si vous avez pu suivre les retours qui étaient faits, et peut-être des questions qui émergeaient. Oui, il y a quelques questions. Bon, désolée pour la gêne. Tout à l'heure, mon micro s'est allumé tout seul, j'ai pas fait exprès. Alors, est-ce que vous souhaitez que les gens prennent la parole ou les questions par écrit? S'il y a des gens qui sont en train de demander la main. Peut-être qu'on pourrait déjà prendre les questions qui ont déjà été posées, en tout cas celles qui semblaient revenir le plus, et ainsi de suite, et éventuellement ensuite tenter d'échanger en sachant qu'on n'aura pas forcément D'accord. non plus. Donc, je remonte rapidement la discussion. Hop. Il y a un certain player qui demande quelles sont les prochaines grandes étapes. En fait, il faut qu'on soit modeste. Et donc, en fait, les prochaines grandes étapes, c'est les plus modestes d'entre elles, c'est-à-dire que les ruches commencent à se rencontrer. C'est ça qui est fondamental. On a le luxe d'avoir un peu de temps, si jamais il n'y a pas une crise institutionnelle à court terme. Et donc, il faut qu'on commence par des rencontres, entre guillemets, de bas niveau. C'est-à-dire qu'en fait, notre base, elle va se constituer à l'échelle horizontale. Ça va être ça la force de notre fonctionnement. Et ce qu'on a vu, en fait, et ce qui a très bien marché ces 2 dernières semaines, c'était la spontanéité de la floraison de propositions, que ce soit d'affiches, de trades, d'idées qui émergeaient sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. Et ça, c'est un autre enjeu, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on étende mot anarchie qui nous a valu pareil des reproches parce qu'à un moment donné, on proposait quelque chose qui n'était pas de la bonne couleur ou avec un certain combat qu'il n'appréciait pas et ainsi de suite. Qu'importe, en fait, cette dynamique sociale, c'est ça qu'il faut qu'on alimente et c'est ça qui va nous donner de la force. La spontanéité et l'erreur ne sont pas du tout quelque chose qui doivent nous inquiéter parce que ce qui est important, c'est qu'on soit suffisamment flexible pour ajuster le tir rapidement. Et la force des réseaux sociaux et des plateformes sur lesquelles on s'appuie, mais aussi de ces mouvements-là, c'est de pouvoir faire jaillir les choses. Et ça, il faut qu'on reste sur cette dynamique, qu'on s'inhibe pas, qu'on lance et qu'on lance et qu'on lance. Là, il y a des gens qui ont commencé à faire des tags. Vous voyez, toutes sortes d'initiatives, on prend et ensuite on voit et on choisira peu à peu celles qui sont les plus efficaces, mais sans se standardiser. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment organiser les ruches pour ne pas reproduire les erreurs des gilets jaunes. Ça, il faut que ce soit un juste d'apprentissage commun parce que on a vu, moi j'étais à Commercy au moment où il y avait des tentatives d'organisation qui correspondaient plutôt aux idéaux sinon anarchistes, du moins de ce qu'on appelle l'extrême gauche, c'est-à-dire très égalitariste, très organisationnel, qui ont aussi pour conséquence d'étouffer beaucoup la parole, parce qu'en fait, à force de tout écraser, de vouloir mettre 40 000 règles différentes sur les démarches, eh bien, on se retrouve dans une situation où on étouffe en fait cette vitalité dont je parlais. Il ne faut pas qu'on ait peur de la contradiction. Il y a des gens qui aujourd'hui, dans ceux qui sont dans ce Discord et par ailleurs qui me suivent, qui ont des idées qui sont frontalement contradictoires, vous voyez. Et en fait, la force et la valeur des Gilets jaunes, ça a été de faire échanger ces horizons déjà à l'époque. Et nous, il faut qu'on prolonge ça, et donc on n'ait pas peur qu'il y ait des divergences, y compris au sein de certaines ruches et de départements, qu'il y ait des scissions et ainsi de suite. Ça fait partie de la parole, permettre, avec la réforme des médias, avec les RIC et compagnie, de faire que ce soit à nouveau des citoyens qui décident de quoi il faut parler et quelles sont les décisions qui doivent être prises à l'échelle de notre territoire. Et donc, notre objectif, c'est pas de préempter le débat et d'imposer nos appels sur tel ou tel sujet. Notre objectif, c'est tout simplement de provoquer cette révolution. Et ensuite seulement, on pourra s'étriper sur des débats idéologiques qui concernent tel ou tel sujet proprement politique. Donc nous, il faut qu'on reste sur cette démarche. Si on s'engueule au sein d'une ruche, eh bien, on fait une scission. Très bien. Eh bien, il y aura une semi-ruche à droite, une semi-ruche à gauche. Et il ne s'agit pas tout d'un coup de considérer qu'il y en a une qui doit écraser l'autre, qui doit évincer l'autre. Voilà, à ce stade. Et puis peu à peu, on va s'auto-organiser, on va voir ceux qui sont là pour faire le mal, et ceux qui, au contraire, ont une envie sincère de
de contribuer et ça va se décanter très, très intuitivement, vous allez le voir. Merci. Il y a une autre question. Bonsoir Maître Branco. Vous proposez de rendre le pouvoir au peuple, mais dans une société façonnée par la désinformation et les lobbies, comment éviter que les outils comme les mandats révocatoires ne deviennent des armes oligarchiques contre la souveraineté populaire? C'est pour ça en fait qu'il faut en passer par une phase de transition qui soit très verticalisante. C'est-à-dire en fait, il faut dépouiller les oligarques. Quand on arrive au pouvoir, la première chose qu'on devra faire, c'est rendre les médias un oligarque qui a le droit de toucher à un seul média, que ce soit de la presse audiovisuelle ou autre, c'est exiger la transparence aux plateformes sur les réseaux sociaux, sur leurs algorithmes, sur ce qu'ils vont mettre en avant ou pas, sur ce qu'ils vont censurer ou pas. Et pour le faire, évidemment, ce dernier point, le faire obligé de sortir de l'Union européenne. Parce que si on le fait à travers l'Union européenne, il faut d'abord avoir un accord à 27, et vous allez avoir les Musk et compagnie qui vont... Enfin, Musk étant, on va dire, les Zuckerberg, Musk et autres, tous ensemble, de toute façon, qui vont faire pression sur les plus petits membres de l'Union européenne pour qu'ils créent des minorités de blocage au sein de l'Union européenne, et ça va empêcher la prise de décision. Alors que si on retrouve du pouvoir à l'échelle nationale en France, eh bien, on va pouvoir très rapidement dire, écoutez, vous ne pouvez plus exercer votre empire sur l'espace public en France. C'est aussi simple que ça. Vous choisissez maintenant. Et on les sort. Et on les sort s'ils n'acceptent pas de le faire. Et donc c'est pour ça que le référendum sur la sortie de l'Union européenne, mais aussi sur justement la dépossession des oligarques de leurs médias pour les rendre au peuple, pas pour créer de nouveaux oligarques. Ça, c'est un des grands défauts de la gauche ces dernières années. Ils ne font que taper sur Bolloré, et ils le font en allant chez Niel, chez Drahi, chez Saadé. Vous voyez, ça, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas être d'accord. Parce que on n'est pas là pour imposer une orientation idéologique à notre peuple. On est là pour lui permettre, lui, de ce choix de réponse. C'est immédiatement purger ça pour que, justement, ensuite, on puisse faire des RIC et ainsi de suite dans un espace où le débat public sera assaini. Il n'y a pas de société idéale. Ils trouveront toujours des moyens d'essayer de peser d'une façon ou d'une autre. Mais ce sont des impératifs préalables fondamentaux. Très bien, merci pour votre réponse. Ici, on a une question très intéressante. Comment rapprocher tous les délaissés? Les gilets jaunes, les quartiers populaires, etc. Bah, il faut aller les voir, c'est la première chose. Il faut qu'on les défende et en fait, je pense que moi, je me suis imposé depuis plusieurs années d'être systématiquement à leur côté lorsqu'ils étaient attaqués par le pouvoir. J'ai passé toute la phase Covid à défendre des manifestants qui étaient emprisonnés, qui étaient fracassés comme pendant le combat des libertés, qui étaient menacés, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit à Cusset, que ce soit à Paris, pour essayer de faire corps avec eux et de les protéger. Au-delà même de ce qu'on pouvait penser sur la situation sanitaire, sur les positions adoptées, et ainsi de suite, toujours considérer que le pouvoir ne peut pas s'attaquer aux plus vulnérables de cette société, ne peut pas utiliser ces instruments pour les éteindre politiquement, parce que nécessairement ça va produire des dérives. Et ensuite, tout simplement, il faut aller les chercher parce que c'est aussi pour ça que je suis allé chez Hanouna pendant une période, parce que c'était l'émission la plus vue par une partie de la population qui autrement ne s'intéresse pas aux politiques. Et donc évidemment, ça a été très dur, très violent, très désagréable, mais notre condition ne compte pas dans des circonstances comme celle-ci. L'objectif pour nous, c'est de nous raccrocher à eux. Moi, je pense que c'est très important d'aller parler, par exemple, aux personnes comme qui encore ont une forme de petite écoute à leur égard, ou en tout cas qui les représentent quelque part, et donc qui vivent à côté d'eux, comme Jean Lassalle. Et je vais aller le voir rapidement, cet homme dont on aime tellement rire à Paris et auprès des bourgeoisies. Pareil pour Asselineau, pareil pour Chouard, c'est des personnes dont on aime beaucoup rire, qu'on fait partie des classes moyennes et supérieures, parce que c'est des gens qui semblent has-been, parce qu'ils ont fait 1% aux élections, ou parce que ils sont trop modestes en fait finalement pour. Et ben nous c'est l'inverse en fait. Je pense qu'il faut qu'on aille chercher chaque personne qui a une écoute auprès des partis les plus dépolitisés ou les plus vulnérables de la société, pour essayer de les remettre dans une dynamique qui leur fasse du bien, qui les apaise,
et qui, à la fin leur permettent de retrouver un peu de contrôle sur ce qui leur arrive. Ça m'apparaît fondamental. Et c'est pour ça, par exemple, toute cette réaction sur le diesel, sur la proposition qui était dans le programme sur le diesel, c'est un symptôme. C'est fondamental de l'entendre et de corriger tout de suite. Parce que si on touche à la capacité de survie des plus fragiles de la société, de ceux qui sont déjà en train de galérer, qui travaillent, mais qui ont besoin de leur voiture pour aller faire, même si c'est se faire exploiter à des dizaines de kilomètres de chez eux, mais qui n'ont pas d'alternative aujourd'hui, si on commence à leur dire, mais on va te contraindre un peu plus, alors que cette transition écologique, si elle doit exister, elle ne doit être financée que par ceux qui ont bénéficié du régime précédent pendant des décennies, c'est-à-dire la classe dominante, et bien évidemment, on va les perdre et ils auront raison de s'éloigner de nous. Voilà. Donc si vous avez, vous, des suggestions, des propositions, il faut surtout les remonter, des expériences de vie, parce que c'est pour eux qu'on va se battre. C'est vraiment pour eux qu'on va se battre. Question suivante. Si le but est de changer de matrice, donc de constitution, pourquoi ne pas se concentrer sur la forme qui rassemble avec les règles institutionnelles et éviter les propositions de fond qui peuvent être clivantes et diviser le peuple? Alors, on va éviter au maximum tout ce qui est clivant, surtout clivant de façon artificielle, mais on est obligé de parler aux gens de ce qu'ils vivent. Regardez, je vous parlais de toute cette frange de la population qui s'est désintéressée complètement de la politique. La réalité, c'est qu'une partie des gilets jaunes sont arrivés au RIC, au mandat impératif et révocatoire et ainsi de suite, mais d'une part, n'y sont arrivés que parce qu'ils sont entrés dans le mouvement des gilets jaunes, donc parce qu'ils se sont rencontrés entre eux. Avant, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était, et ils auraient pu passer toute leur vie sans savoir que c'était un enjeu ou qu'en tout cas ça existait. Et grâce à des personnes justement comme Chouard et d'autres, ils ont pu découvrir que c'était à portée de main, quelque part, que c'était relativement facile à mettre en œuvre. Et il y a quand même encore une grande partie des gilets jaunes qui ne s'y est pas intéressée plus que ça, parce que ce qu'ils exigeaient, c'était immédiatement, en fait, des changements dans leurs conditions de vie. Et cette urgence qui existe au sein de cette société française, c'est-à-dire des gens qui jouent leur vie, qui sont soit au bord du suicide, de la dépression, soit de la dévastation sociale, qui sont complètement isolés, et ainsi de suite. On ne peut pas se contenter de leur dire tiens, je vais te parler du RIC, du monde impératif. Il va me dire mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que vous me parlez? Il faut leur dire mais écoutez, on va se battre à vos côtés, on va changer les choses, y compris, et c'est là où en fait notre fin se confond avec les moyens, y compris en disant tiens, viens me filer un coup de main, là-dessus tu vas pouvoir m'aider, viens, on va faire une action là avec soit du matériel agricole si c'est un agriculteur, soit avec ta capacité que tu as pu développer en tant qu'ouvrier ou en tant qu'intérimaire dans tel ou tel domaine de logistique et ainsi de suite. Viens, file-moi un coup de main, je te filerai un coup de main en retour et ainsi de suite. Ça, c'est fondamental qu'on commence à générer ces choses-là. Au tout début de ce Discord, les gens parlaient de participation sous-populaire et ainsi de suite. C'est là aussi essentiel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se lie et Pourquoi? Parce que rien qu'en le faisant, on devient poreux à cette partie de la population qui a le plus besoin d'aide à court terme. Et aussi, du coup, ça nous permet d'intégrer un certain nombre d'impératifs qu'on ne va pas connaître nous-mêmes nécessairement dans nos vies et dans nos quotidiens. Petite précision, on prendra plus beaucoup de questions puisqu'on va pas abuser du temps de Maître Branco. Il y a une question, il me semble qu'on ne l'a pas posée. Je la prends tout de suite. Merci Maître Branco. J'ai une seule appréhension par rapport à notre candidature de 2027. Bien sûr, l'idée est de tout faire pour gagner, mais il y a aussi la possibilité qu'on n'y arrive pas. Dans ce cas de figure, dans quelle mesure cela pourra affaiblir la gauche et renforcer la position du RN? C'est vraiment pas une question qu'on devrait se poser. D'une part parce qu'une grande partie du peuple français se reconnaît plus du tout dans ces divisions, y compris pas et au RN aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, une très grande majorité qui en fait qui sont considérées comme mauvaises, mais qui y sont parce qu'ils ne voient d'une capacité à changer le système qui immédiatement leur permettent de protéger leurs intérêts. Nous, on n'est pas dans des calculs électoralistes. Vous savez, moi j'ai passé ces dernières années à voir des politiciens vous parler du fait qu'il fallait s'appuyer sur les ouvriers,
et les agriculteurs contre les gens de banlieue ou l'inverse et compagnie pour élaborer telle stratégie électorale avec tous ces sites de la France qui est utilisé par tel. Tout ça, c'est des choses qui doivent nous dégoûter. Nous, on a des idées très claires qu'aucune force politique ne porte en France, d'accord, de façon vraiment évidente. On a une expérience de lutte qu'aucune force politique, qu'il s'agit maintenant de coaguler. Ça, c'est un élément fondamental. Et du coup, on a une légitimité beaucoup plus importante que tous ces gens-là. Vraiment beaucoup plus importante. Et on a, avec des personnes comme moi aussi, des personnes qui ont une capacité à incarner au sein de la direction de l'État une forme de légitimité à agir, que ce soit dans les relations internationales et ainsi de suite, du fait de l'expérience qu'on a pu accumuler ces dernières années. Donc ça, il faut qu'on le pousse jusqu'au bout, et il faut à côté qu'on comprenne que ce qu'on est en train de faire, c'est une démarche d'ensemble. C'est-à-dire que la question électorale, l'échéance électorale, c'est une partie d'un mouvement beaucoup plus ample qu'on doit féconder au sein de la société, qui fasse que quoi qu'il arrive, on arrive à notre succès, que ce soit en imposant nos idées aux autres forces politiques, que ce soit en s'imposant à l'État et à ces forces réactionnaires qui essayent de nous écraser et qui essayent d'empêcher qu'on arrive à une plus belle société parce qu'ils ont trop d'intérêts à protéger. Et donc vraiment, dans mes derniers ouvrages, je pose la question de toutes les modalités d'action. Et l'électoral n'en est qu'une parmi d'autres. Vous voyez, c'est pas du tout notre option. Et c'est ce qui va nous rendre beaucoup plus frais et beaucoup plus forts que nos adversaires qui, eux, ont besoin, à la fois pour des questions de financement, de reconnaissance sociale, parce qu'ils ne savent faire que ça dans leur vie, malheureusement, de plus en plus souvent. Nous, on est dans quelque chose où on a une sorte d'impulsion et quelque part de naïveté, mais qui est génératrice de beauté et qui va pouvoir les laminer. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Et donc, il faut juste qu'on arrive à poser le socle peu à peu, à leur démontrer qu'on a une existence réelle, qu'on n'a pas eu besoin de passer par toutes les compromissions, par toutes les négociations dans lesquelles ils ont perdu leurs âmes progressivement. On a l'idéal avec nous et on va le pousser jusqu'au bout. Et que ça leur plaise ou pas, on va y arriver. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, à ce sujet, m'appelez pas maître parce que c'est une expression que j'ai jamais comprise. J'ai jamais compris pourquoi on appelait les avocats maîtres. D'une part, c'est une sorte de violence, à mon sens, absurde, en plus avec des relents comme ça qui n'ont aucun sens. Puis par ailleurs, vous avez bien vu, ils vont tout faire pour me retirer cette robe et je me sentirais mal si après vous n'allez plus pouvoir m'appeler maître parce que, parce que j'aurais été radié du barreau de Paris comme si c'était de le faire par tout moyen possible imaginable. Ça, vraiment, oublions cette fonction-là. Ce qu'il nous faut là, c'est rentrer dans une dynamique collective qui les fracasse. Il faut qu'on les fracasse. Si c'est pas présidentiel, tant mieux pour eux. Ce serait la façon la plus gentille quelque part d'arriver à nos fins et d'enfin réussir à libérer ce pays. S'il faut en passer par d'autres moyens, on en passera par d'autres moyens. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas avec les calculs d'appareil et les appréhensions par rapport à tel. Allô? Je crois qu'on ne vous entend plus. Est-ce que vous êtes encore là? Moi, je suis toujours là. Peut-être qu'on n'a pas entendu la OK, fin. super. Oui, on n'a pas entendu la fin. Peut-être parce que je disais qu'on allait les fracasser et que c'était peut-être un peu trop méchant. Ah, c'est Mais peut-être une interruption bizarrement, OK. Je vous propose qu'on prenne encore 2 questions, puis qu'après on conclue. Merci pour vos questions parce que ça défile, il y en a énormément. D'ailleurs, on est 300, c'est assez, fou. Merci à tous. Alors, on a une personne qui demande: «Comment expliquer simplement et efficacement ce mouvement et son importance à nos connaissances?» alors on a plein d'instruments. Déjà, on a les principales propositions programmatiques avec toute la dimension symbolique qui l'entoure, l'abeille et ainsi de suite, la façon d'expliquer, cette idée de retrouver une forme d'aurore pour notre pays. On a tout le travail que moi j'ai fait intellectuellement à travers les 15 livres que j'ai publiés le plus utile pour commencer à discuter avec eux, pas forcément à travers mon livre en tant que tel, mais à travers ce qu'il décrit du système et de la façon dont il a fabriquer les personnes qui nous dirigent aujourd'hui. Je veux dire, on a quand même une légitimité à ce niveau-là. Vous dites, bah voilà, dans ce bouquin, moi j'ai découvert qu'il y avait un petit inconnu qui s'appelait Gabriel Attal
Et on m'a appris en 2019 que le système allait tout faire pour en faire le Premier ministre et le Président de la République. Et moi, je le savais, à un moment où personne d'autre le savait, si ce n'est ceux qui l'avaient lu. Et pourquoi je le savais? Et là, vous pouvez dérouler, parce que voilà, dans ce livre, on comprenait qu'il y a des gens qui sont très riches, qui prennent le contrôle sur un certain nombre de médias, et qui ont derrière pour objectif, à partir de là, de constituer encore plus d'argent en tirant de l'État les ressources que nous avons produites et qui partent ensuite en impôts, en taxes et ainsi de suite. Il faut leur expliquer tout simplement qu'on est le seul mouvement qui a pour objectif à la fois d'alléger la pression fiscale et les taxes sur les citoyens, sur les entreprises, etc., en luttant contre la corruption. En luttant contre cette corruption, pas seulement la corruption illégale, pas seulement l'exil fiscal et compagnie, mais même juste tout simplement la corruption qui s'est logée au sein de l'État et qui était même légalisée. Par exemple, vous leur dites, on est les seuls à parler du marché de l'électricité. On veut mettre en prison tous ceux qui ont... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du marché de l'électricité, je vais vous le dire brièvement, mais le marché de l'électricité, c'est tous ces opérateurs nouveaux qu'on a vu apparaître, alors qu'à l'époque, on n'avait que EDF, GDF, et qui vous proposent tous des offres commerciales plus ou moins intéressantes, alors qu'en fait, ils tirent tous l'énergie qui permet de fabriquer l'électricité, toujours d'EDF et GDF. Donc en fait, c'est des faux acteurs à qui on a concédé une possibilité d'agir dans un marché, qui se font une marge en prétendant nous favoriser à travers la concurrence, mais nécessairement en nous enlevant de l'argent, parce que le coût de la production d'électricité reste le même depuis le début. Et on est les seuls qui vont proposer pas forcément de sortir de l'Union européenne, mais en tout cas de le proposer aux Français. Et de s'assurer qu'on arrête avec tous ces médias complètement ridicules. Et ensuite, vous pouvez parler aussi de ma personne, qui va générer beaucoup de débats. Mais si on arrive à générer des débats, vous savez, ils sont en train à force d'essayer de me diaboliser, nécessairement, ça produit de la discussion. En fait, c'est cette erreur fondamentale qu'ils font en essayant de m'écraser. Ils me mettent en une de médias parce que c'est leur seule façon de réagir à la force sociale qu'on a réussi à constituer. Et donc, on se retrouve à devenir une figure centrale malgré eux. Là, il y a Le Monde qui veut faire mon portrait. C'est évidemment pour me dégommer, pour me faire du mal. C'est à travers Le Monde appartient à Xavier Niel, qui a créé un fonds d'indépendance pour la presse, où il a nommé ses enfants comme administrateurs. C'est quand même ironique, non? Qui ont 20 ans. Et donc aujourd'hui, Le Monde, qui est le plus puissant journal de France, il est dirigé, en gros, il est administré par deux gamins de 20 ans qui ont pour seule qualité d'être l'enfant d'un milliardaire et qui agissent dans un fonds pour l'indépendance. Enfin, toute cette hypocrisie, on a cette chance non plus d'avoir des discours généraux tous pourris, mais d'avoir détaillé de façon précise dans tous ces livres, dans toutes ces conférences et ainsi de suite, qui est responsable de quoi. Et donc ce qu'on propose, nous, c'est d'aller abattre l'ennemi, pour reprendre un des textes du livre, c'est-à-dire aller chercher chacun de ses responsables, les mettre face à ses responsabilités. Et alors si on peut s'éviter de les envoyer aux îles Kerguelen ou de recréer la guillotine, tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait comment changer les choses. On n'est pas sur une dénonciation stérile, un peu froide, qui a fait que les partis les plus contestataires, que ce soit le RN ou la LFI, ont fini par se réintégrer complètement au système en quelques années, parce qu'ils n'avaient pas vraiment les coordonnées du système en face d'eux, et parce que par ailleurs, ils étaient complètement pris dans des dynamiques d'asservissement. On n'est pas Bardella, un produit marketing, ou Marine Le Pen qui a fini par renoncer à proposer aux Français de sortir de l'Union européenne, proposer aux Français de sortir de l'OTAN, qui reste complètement aligné en fait qui est devenue une sorte de droite basique, habituelle, dont on voit mal ce qu'elle pourrait changer au destin des Français, ou une gauche qui aujourd'hui est prise dans des réseaux d'influence et dans une absence de pensée du monde qui est particulièrement inquiétante, que ce soit sur la question d'identité, de reconstruction d'une souveraineté industrielle. En gros, nous propose de consommer plus de Zara, de Primark et de Chine, mais qui propose de fermer Primark, Chine et compagnie pour réinaugurer les vallées textiles de ce pays à court terme? C'est pas eux, hein. Eux, ils ont trop peur d'aller jusque-là. Ils ont trop peur de la révolte populaire qui pourrait naître. Nous, on a conscience que le chemin qu'on va prendre risque d'être douloureux. Mais on a conscience aussi que si on commence à s'habiller à nouveau différemment du reste du monde, à reconstruire une identité française au sens positif du terme, et pas toujours en défensif et compagnie, et ben on va tout simplement très rapidement être plus heureux, même si on ne pourra plus consommer les produits qu'on nous a vendus ces dernières décennies. Voilà, on porte une idéologie qui est beaucoup plus transversale et, à mon sens,
enrichissante que celle qui a été portée jusqu'ici par nos adversaires. Et voilà, si c'est à nouveau d'être accusé de tous les maux, on va très bien survivre, hein, on l'a bien vu, hein, on a survécu ces dernières années, ils ne font que nous rendre plus forts. Dernière question. Vous avez parlé de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Quelle serait son approche respectueuse et collaboratrice, loin du paternalisme historique? Bah, en fait, nous, on va juste. Moi, je pense que c'est très important si on réfléchit en termes de relations internationales. Il faudra qu'on le discute tous ensemble, mais aussi avec nos partenaires étrangers et avec toutes les personnes qui s'intéressent à nos luttes. Je raconte souvent quand j'étais en prison au Sénégal, parce que je défendais le principal opposant au régime allié à Emmanuel Macron. Les prisonniers sont tous venus vers moi pour me dire que c'était bon, que j'allais être libéré. Quand ils ont appris via RFI que les Gilets jaunes allaient organiser une manifestation pour exiger ma libération. Donc, je veux dire, ces peuples sont nos frères. Et ces peuples ne traversent pas la Méditerranée ou l'océan Atlantique en mourant par dizaines de milliers chaque pour nous envahir. Les peuples d'Afrique de l'Ouest, ils sont mis dans une situation où, à force de sous-développement et de pression démographique et des États-Unis, en France et ainsi de suite, pour essayer de survivre. Donc nous, ce qu'il faut qu'on fasse absolument, et pour éviter cette catastrophe qui fait qu'on se retrouve avec des milliers de personnes sur notre territoire, qu'on n'arrive plus à accueillir parce qu'on n'a plus de services publics et ainsi de suite, c'est d'un côté nous développer nous-mêmes à nouveau sur des services de base qui permettent à tous les citoyens d'être reçus, parce que sinon nécessairement ça crée de la concurrence et ça crée de la détestation. Et notre chance, c'est qu'ils sont en train de développer des pouvoirs souverainistes sur chacun de ces territoires. Donc on va enfin pouvoir chacun ouvrir une nouvelle page de notre histoire, enfin à égalité. Et du coup, moi, mon hypothèse, ce serait de recréer des fédérations, une fédération, surtout si Trump persiste dans ses projets d'envahir le Canada, parce qu'il y a quand même, aujourd'hui, c'est quand même une question aux États-Unis, c'est de réintégrer le Canada comme 51e État aux États-Unis. Pourquoi pas récupérer dans une sorte d'union libre à la fois le Québec et les autres territoires francophones et faire contrepoids aux grandes puissances anglo-saxonnes d'une part, mais surtout à la Chine derrière qui est en train de prendre une place énorme. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est des choses qu'il faut qu'on redémarre très rapidement. Et il va falloir qu'on s'allie parce qu'évidemment, si on sort des systèmes de domination dans lesquels on était dominé, on peut être très vite seul. Et donc, il faut qu'on ait des alliés très rapidement. Et c'est des alliés naturels, tous ces gens-là. Et ils ont un potentiel énorme qui pourrait nous servir, mais pas dans la façon dont ça a été géré ces dernières années par l'oligarchie avec une gestion des frontières qui était inexistante, délégués à l'Union européenne qui provoquait à la fois des drames humains catastrophiques pour ceux qui essayaient de traverser les frontières et sur notre territoire créer une déstructuration très importante. Voilà, ça fait partie des éléments. Et encore une fois, n'oubliez pas une chose, là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de régénérer la démocratie française. Donc c'est pas, vous inquiétez pas, il y aura pas un type qui seul sur son bateau, comme Emmanuel Macron, décidera de faire ci ou de faire ça. On va très vite en fait rendre les instruments. Peut-être que je pourrais moi finir là-dessus vu que c'était la dernière question. Moi, j'ai aucun désir de politique. Je sais à quel point c'est un monde violent et de psychopathes. Je le sais depuis que j'ai 14-15 ans et j'ai eu parce que je me suis toujours intéressé à la politique depuis que je suis enfant, comme ma mère raconte souvent cette anecdote que j'ai débarqué à 6 ans. Elle le date à 5 ou 6 ans parce qu'elle me dit que c'était au moment de la guerre en Yougoslavie. Et j'ai débarqué dans sa chambre un dimanche pour lui dire: «Écoute maman, je pense qu'il faut que je devienne ministre de la Défense». Elle m'avait regardé. Il faut qu'on prenne les soldats qu'on a envoyés en Yougoslavie et il faut qu'on les envoie en Afrique pour aider les gens à développer leur agriculture. Bon, c'est extraordinairement naïf, mais le contrepoint de cette histoire un peu mignonne, c'est quand je découvre à 16 ans que dans le yearbook de l'école alsacienne, un copain a mis une photo pleine page de Pompidou, vous voyez, avec les décorations présidentielles, et il a mis sa tête à sa place en mettant Gabriel Attal président. Et là, je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais faire de la politique, je vais pas me retrouver confronté à des psychopathes pareils le restant de mes jours, avec le niveau de perversion qui est le leur. Et
Et finalement, ça finit par nous rattraper, mais ça finit par nous rattraper parce que quelque part, on est obligé. En fait, on est obligé de. Parce que moi, j'étais, pour le meilleur et pour le pire, formé dans ces mondes-là. Ils m'ont donné tous les instruments pour dominer et diriger théoriquement. Et je me suis retrouvé surtout à cause de ces instruments d'à quel point ils mentaient, ils manipulaient, ils utilisaient leur pouvoir pour faire le mal. Et, et tout le travail de ces dernières années a été à tenter de rendre ce pouvoir aux gens, à travers les livres, les conférences. C'est des années à barrage comme avocat, autant que je pouvais. Sauf qu'à force de me mettre entre c'est peut-être un peu grandiloquent de dire entre le peuple, c'est le cas, je me suis pris un nombre de flèches tel qu'à un moment donné, j'ai compris que la seule façon d'avoir la justice, c'était de reprendre le pouvoir. Et en fait, il faut qu'on comprenne ça. Collectivement, il faut qu'on reprenne le pouvoir. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que sinon on vivra dans l'injustice jusqu'au restant de nos jours et nos enfants et nos petits-enfants vivront dans une injustice qui s'aggravera. Et je tiens à vous rappeler que l'humanité a très longtemps vécu sur le fondement de l'exploitation de l'autre dans ses formes les plus horribles. On pense que le progrès, c'est à sens unique. Je vous rappelle que au milieu du XVIIIe siècle encore, il y avait des corsaires et des pirates qui volaient des gens méditerranéens pour les amener en Algérie, pour les transformer en esclaves, heu, en les envoyant à l'Empire ottoman et ailleurs. C'était avant-hier et ça touchait nos territoires. On raconte toujours l'histoire, en racontant nos torts à nous et la façon dont on a détruit des millions de destins et c'est vrai, en les esclavagisant et ainsi de suite, mais ça pourrait nous arriver demain. Ça pourrait nous arriver demain aussi et il faut qu'on vive avec cette inquiétude. Je peux vous assurer que le jour où la Chine, si elle devenait un jour dominante, elle se sentait, le désir de développer un empire, heu, on découvrira ce que c'est l'asservissement. Donc on est obligé, en fait, à un moment, de s'engager et de prendre la mesure de pour produire des bascules avant qu'il ne soit trop tard et pour s'assurer que le peuple que l'on reféconde collectivement ne fasse pas le mal, mais ne subisse pas le mal non plus. Très bien, eh bien, je crois qu'on va conclure. Ina, si tu veux bien. Merci beaucoup, maître Branco, pardon, excusez-moi, monsieur Branco pour cette conférence. Pour conclure, chère abeille, chaque action, chaque idée, chaque échange contribue à façonner une dynamique collective qui nous unit autour d'un objectif commun, agir pour un avenir meilleur. Cette ruche est la preuve que l'espoir et l'action citoyenne peuvent prendre racine et grandir à une vitesse incroyable. Rappelez-vous toujours que vous êtes au cœur de ce mouvement. Par votre engagement, vous donnez vie à un projet qui porte des valeurs fortes et qui inspire au-delà de ces murs virtuels. Continuons à avancer ensemble avec la même énergie, la même créativité et la même détermination. Ce n'est que le début et l'histoire que nous écrivons est encore à ses prémices. Merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles conférences. Merci à tous et courage. Merci tout le monde.